Bonjour, je suis Thibaut Masson. Et je suis Max Chauvineau. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce second podcast de l'univers des comics. Comme toutes les 2 semaines, nous allons parler aujourd'hui de 4 sujets. Et nous commencerons avec deux sujets d'actualité. En l'occurrence, premièrement, nous reviendrons d'abord sur le récent casting d'un acteur pour Ant-Man 3, et même pour un personnage iconique de l'univers Marvel, à savoir Kang le Conquérant. Alors sera-t-il le prochain méchant du MCU, le digne héritier de Thanos? On va analyser cela ensemble. Et deuxièmement, nous aborderons un autre sujet d'actualité, à savoir l'univers Walking Dead et la récente annonce de la chaîne EMC, à savoir une série qui se termine et deux autres qui vont commencer. Nous analyserons ainsi si c'est une bonne ou une mauvaise idée de continuer avec cet univers. Ensuite, nous parlerons de deux sujets que nous avons spécialement choisis pour vous aujourd'hui. Alors tout d'abord, à l'occasion des 80 ans du clown Prince du Crime, nous vous parlerons de l'histoire du Joker. Et enfin, nous avions aussi envie de parler d'un autre sujet, à savoir les vilains dans les comics. Et on commence tout de suite avec le premier sujet d'actualité. Alors cette semaine, Marvel Studios a surpris tout le monde en faisant un grand pas en avant dans un de ses futurs films. En effet, le futur Ant-Man 3 a désormais son méchant, et attention, ce n'est pas n'importe lequel vu qu'il s'agit de Kang le Conquérant, l'un des plus grands vilains de Marvel Comics. Alors, il est tellement grand qu'en réalité, ce pourrait être le futur grand vilain du Marvel Cinematic Universe. Max, en quoi Kang pourrait bien être en fait le prochain Thanos? Eh bien, en fait, Kang, pour ceux qui ignorent qui est ce personnage, c'est un voyageur temporel qui vient du futur et qui explore l'univers à la recherche de connaissances, surtout de puissance et de pouvoir à s'accaparer. Et du coup, ça peut passer pour un personnage un peu anecdotique comme ça, mais avec la fin arroseur arrosé qu'on a connu de Thanos dans Avengers Endgame, qui avait du coup dans le premier Avengers Infinity War avait réussi à snapper la moitié de l'univers et se fait snapper à son tour dans Avengers Endgame. Et ben, du coup, Iron Man, il a mis un contre-snap assez terrible. Et du coup, le MCU, il est un peu orphelin d'un vrai grand méchant. Et on peut se demander, mais qui prendra la suite de Thanos? Parce que c'était quand même un vilain iconique. On peut se demander, est-ce que ça peut être avec Doctor Strange, est-ce que ça peut être Dormammu par exemple, ou Red Skull pour Captain America, sachant qu'il est quand même encore coincé sur Vormir, donc ça risque d'être compliqué. Ou peut-être même Loki, qui est finalement le Loki de la réalité alternative, qui a réussi à s'échapper avec le cube cosmique. Ce sont des bons vilains, ce sont des bons choix, mais je pense qu'ils sont pas suffisamment ambitieux pour être vraiment le vilain numéro 1 du MCU. Et c'est pour ça que Kang est un bon choix, parce qu'en plus, la façon dont les événements ont été traités dans Avengers Endgame, notamment avec la découverte du voyage dans le temps euh, grâce à l'univers de Ant-Man et au voyage à travers le, le micro-univers de Ant-Man, et il arrive à voyager dans le temps. Justement, ils introduisent cette notion de voyage dans le temps. Donc, ils introduisent la possibilité d'avoir des personnages qui utilisent le voyage dans le temps. Et du coup, Kang, dans les comics, c'est un grand méchant, et c'est un grand méchant qui utilise le voyage dans le temps. Et en gros, euh, c'est un peu, pour ceux qui ne lisent pas les comics, c'est un peu un game changer, Kang. C'est un héros c'est un ennemi très important. Euh, on sait que euh, Kevin Feige et les studios Marvel sont pas forcément toujours à suivre exactement les événements qui se passent dans les comics, mais le rôle de Kang pourrait être vraiment déterminant pour les prochaines phases, notamment la phase 4 et les phases d'après du MCU. Et ça pourrait même être un rôle qui ne restait pas forcément que méchant, il pourrait changer, voilà. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que dans Ant-Man 3, ce sera le méchant. Ok, donc un grand méchant pour Ant-Man 3, et c'est qui va l'incarner? Eh bien, ce sera l'acteur Jonathan Majors. Alors, ce nom vous dit peut-être rien, mais récemment, vous pouvez le voir dans la très bonne série de HBO, Lovecraft Country. Il va aussi être, euh, il va aussi être à l'affiche du prochain film de Spike Lee, Da Five Bloods, aux côtés de Chadwick Boseman, donc Black Panther, c'est pas rien. Et du coup, cet acteur, il est un peu méconnu, mais c'est un peu la star montante d'Hollywood. Et du coup, c'est un peu
un coup de poker de Marvel Studios parce que il est passé assez inaperçu ces dernières années, notamment en 2019. Il a joué des petits rôles avant ça, et en 2019, il a joué dans The Last Black Man in San Francisco, qui est un très très bon film acclamé par la critique. Et du coup, il parie un peu sur le futur. Et donc, cet acteur-là, ils l'ont recruté justement euh, pour incarner Kang. Et tu en penses quoi de ce choix? Bah, je connais pas l'acteur, j'ai pas vu de film de lui. Il faut que je regarde certains de ses films, mais en tout cas, dans le peu que j'ai pu voir en extrait ou en bande-annonce, il a l'air d'être talentueux. Donc je pense que le casting de cet acteur est une bonne chose. Et le personnage de Kang, je pense, peut être un véritable héritier digne de ce nom de l'héritage de Thanos. Lorsqu'on parle d'univers partagé, on pense souvent au Marvel Cinematic Universe, au DC Extended Universe ou même à l'Arrowverse. Mais il y en a un issu des comics indépendants qui s'étend de plus en plus. C'est le monde qui tourne autour de The Walking Dead. Récemment, on a appris que la série The Walking Dead allait finalement se terminer après 11 saisons, mais que 2 spin-offs viendront étendre cet univers. Timo, est-ce que tu penses que ce nouveau chapitre pour The Walking Dead Universe est une bonne idée? À vrai dire, je suis assez mitigé. En fait, j'ai l'impression que c'est tout de même partiellement une mauvaise idée malgré tout, ou du moins une pas si bonne que ça, pour pas être trop méchant. Donc en fait, déjà, il faut savoir que The Walking Dead, ça reste une des plus longues séries adaptées de comics qu'il y a eu et elle continue encore. Et donc ici, ils ont rallongé déjà la 10e saison avec des épisodes supplémentaires et ils ont annoncé que ça se terminerait effectivement avec la 11e saison, mais que la 11e saison sera une saison extra longue. Donc ils tirent vraiment sur la corde de plus en plus. Alors est-ce que c'était vraiment nécessaire de durer aussi longtemps et de faire des saisons aussi longues sur les 2 dernières, alors que ce n'est pas l'habitude de la série qui se cantonne habituellement à 16 épisodes? Je ne pense pas personnellement, mais bon, soit. Et le problème, c'est qu'on a une autre série actuellement, qui est la petite sœur de The Walking Dead, à savoir Fear the Walking Dead, qui a un pitch et des personnages qui ont fortement bougé par rapport au pitch original. Personnellement, moi, j'étais assez hypé par la série au départ et finalement, ça a tourné en queue de cerise et c'est un peu devenu, la série qui abrite les personnages qui se cassent de The Walking Dead, malheureusement. J'ai un peu cette impression-là. Et alors au-delà de ça, si on veut parler des futurs spin-offs, bah, ça rejoint un peu, l'histoire de Walking Dead, c'est-à-dire que c'est un peu tiré en longueur. Si on décide d'arrêter The Walking Dead, pourquoi lancer un autre spin-off? Car c'est ça justement un spin-off va continuer The Walking Dead qui a été annoncé et qui se centrera exclusivement sur Daryl Dixon et Carol Pelletier. Alors, pourquoi arrêter The Walking Dead pour finalement continuer l'histoire sous un autre titre? Donc ça, pour ça, je suis un petit peu mitigé. Mais d'un autre côté, il y a d'autres spin-offs qui me hype pas mal. Donc, selon toi, c'est une mauvaise idée, mais d'un côté, c'est quand même aussi une bonne idée. Oui, je pense, c'est pour ça que je disais que j'étais assez mitigé. Donc faudra voir parce que faudra voir comment ça évolue parce que comme je l'ai dit pour Fear the Walking Dead, j'étais assez hypé au début de la série et finalement, bah, je crois que j'ai arrêté après 3 saisons. On en est à la 6e donc voilà, c'est pas sans dire. Mais là, tout prochainement, il va y avoir The Walking Dead World Beyond qui commence et je trouve que c'est, un bon concept qu'il n'y a pas encore eu jusqu'à présent, dans le sens où ils vont suivre un groupe de jeunes qui sont les premiers à avoir grandi avec cette nouvelle, à avoir grandi dans cette époque où il y a le virus et on est dans un futur plus lointain que The Walking Dead et Fear the Walking Dead. Donc je trouve que ça peut apporter un coup de frais et alors le deuxième spin-off qui avait été annoncé en même temps que le spin-off sur Daryl et Carol, ça s'appelle Tales of the Walking Dead. Il faut toujours avoir The Walking Dead dans le titre, évidemment, sinon c'est pas l'univers Walking Dead. Et ben, je trouve que c'est franchement le concept dont a besoin cet univers-là. En fait, ça va être une anthologie qui va se centrer sur, bah, c'est le principe d'une anthologie, ça peut changer d'épisode en épisode, soit épisode en épisode, soit d'arc d'épisode en arc d'épisode. C'est ce qu'ils ont annoncé en tout cas et ça nous donne 2 promesses en réalité. Premièrement, on va pouvoir explorer le passé de certains personnages qui sont tombés au cours des saisons précédentes. Qui sait peut-être, les tout débuts au moment de l'épidémie pour, Abraham ou Glenn. Et alors, aussi on va pouvoir explorer
d'autres parties du globe qui n'ont pas encore été visitées dans cet univers Walking Dead. Moi, perso, je serais assez hypé si on à un moment on voyait ce qui se passe en Europe, par exemple. Parce que voilà, les États-Unis, on a un peu fait le tour, j'ai l'impression, en plusieurs saisons. Mais ce n'est pas tout, hein. Donc faut pas oublier que là, ils ont annoncé aussi que le film sur Rick Grimes était toujours d'actualité, mais il verra sans doute pas le jour avant 1 ou 2 ans. Et ça me hype beaucoup. Eh ben, écoute, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu nous as filé le virus à travers ta morsure. J'espère juste qu'on va pas commencer à se décomposer. On en a maintenant fini avec les sujets d'actualité, on va passer à des sujets qu'on a spécialement choisis pour ce podcast. Et pour commencer, il faut savoir que ce mois-ci, le Joker fête son anniversaire. Oui, 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 oui. Derrière ces rires, ces blagues douteuses et cette violence gratuite se cache un personnage de 80 ans déjà. Donc, à cette occasion, Urban Comics, qui édite les comics de DC en français, sort une anthologie dont nous en parlait dans un article spécial pour les abonnés. C'est d'ailleurs Max qui en a parlé. Donc, qui de mieux que pour parler du Joker et de ses 80 ans? En quoi est-ce que c'est l'un des vilains les plus iconiques? Alors effectivement, Timo, comme tu l'as dit, le Joker, ça fait 80 ans qu'il existe, hein. Vous imaginez, ça fait l'âge de votre grand-mère, pour les plus jeunes. Donc c'est vrai que c'est quand même énorme. Un personnage qui existe depuis 80 ans, on se rend pas forcément compte, mais c'est vraiment impressionnant. Il a été créé du coup en 1940 par Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson. Et du coup, sa création, en fait, elle s'est fait. Il y a eu un peu une polémique entre les trois créateurs autour d'elle, chacun revendiquant je veux dire, son droit sur le fait qu'il avait créé, que c'était pas l'autre, etc. Bref. Ce qui est sûr, c'est que à la base, le personnage a été créé en se basant sur une photo de l'acteur Conrad Veidt. Et cet acteur, en fait, la photo provenait d'un film qui s'appelait L'Homme qui rit, qui était un film de 1928 et qui était en fait l'adaptation d'un roman de Victor Hugo qui suit les avantages et qui suit les aventures du personnage de Gwynplaine. Gwynplaine, c'est un homme qui a eu le visage défiguré et qui, du coup, ne peut s'empêcher d'afficher un sourire permanent. Donc, ça, c'est la source principale du personnage. Il y a eu, bien évidemment, d'autres sources qui ont été notamment citées par certains historiens des comics, etc., qui pourraient dire que le Joker s'inspire de Quasimodo, du Bossu de Notre-Dame, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gwynplaine, quand vous regardez une photo du personnage dans le film de 1928, c'est le Joker trait pour trait. Et du coup, il a les cheveux verts, il a un sourire extrêmement effrayant. Mais voilà, c'est dans le film, c'est une victime. Alors que du coup, le Joker a ce côté complètement psychopathe que le personnage de Gwynplaine n'a pas. Et du coup, 80 ans, donc en 80 ans, il a eu le temps de s'étoffer. À la base, c'était un personnage assez lambda. Et puis en fait, la volonté des créateurs, c'était d'arriver en fait à opposer un personnage, enfin un méchant complètement à l'opposé de Batman. Donc Batman est tout en noir, il est froid, il est calculateur et il est très intelligent aussi. Il est très fort. Est très athlétique, tout ce qu'on veut. Et donc, toutes ces qualités-là, on a pris l'exact opposé, ça nous a donné le Joker. Le Joker, il est tout en couleur, il est absolument pas... il est dénué d'empathie, il est pas costaud, il est très intelligent. Donc, c'est un miroir opposé, en fait, complètement, le Joker. Et du coup, l'intérêt principal de ce personnage, et qui a duré pendant très longtemps jusqu'à récemment, c'est qu'il n'avait aucune origine. Et donc, le fait est que quand un personnage n'a aucune origine, on ne peut pas s'expliquer d'une manière rationnelle pourquoi il est comme ça. Et comme on ne peut pas se l'expliquer, le personnage reste effrayant, parce qu'on ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Et du coup, ça ajoute vraiment une dimension vraiment effrayante au personnage du Joker. Alors évidemment, récemment, enfin il y a, on va dire depuis 30 ans, certains auteurs ont donné des origines au personnage, mais aucune n'a été revendiquée comme
l'origine, la vraie origine du personnage. Et c'est ça qui fait toute la beauté, c'est que c'est un personnage qui se réinvente. Et là, donc c'est vrai que pendant 80 ans, avec toutes ces changements qu'il a reçus, il a connu énormément d'aventures. Et du coup, à chaque fois, le Joker est un personnage qui se réinvente, et c'est peut-être en ça qu'on trouve que c'est l'ennemi ultime de Batman, parce qu'il arrive toujours à surprendre Batman, malgré le fait que ça fait 80 ans qu'ils s'affrontent. Et parmi ces 80 ans, bon, c'est impossible d'avoir tout lu en 80 ans, mais toi, c'est quoi l'histoire qui caractérise le plus le Joker pour toi? C'est laquelle que tu préfères? Eh bien, écoute, pour moi, ça restera The Killing Joke d'Alan Moore, parce que c'est vraiment une histoire très crue, très violente, peut-être la plus marquante de toutes, par la brutalité dont fait preuve le Joker vis-à-vis de Batman et de son entourage. Après, évidemment, j'hésite aussi avec un deuil dans la famille, qui est vraiment une histoire aussi assez tirée par les cheveux, digne, enfin, c'est une histoire parfaite du Joker, qui se découpe le visage, qui laisse son visage pendant 1 an et qui vient le récupérer, et ensuite qui kidnappe la Bat Family, enfin bref. Donc c'est vraiment... mais je dirais quand même Killing Joke. Et toi? Bah, ici, niveau violence, c'est vrai que j'avais assez accroché à un deuil dans la famille, effectivement pas à confondre avec le deuil de la famille, mais ça se suit, hein, mais le fameux comics de Batman où le Joker tue Jason Todd, et où il va d'ailleurs y avoir un film animé interactif là-dessus au mois d'octobre, et je pense que d'un point de vue, violence, effectivement, ça caractérise pas mal aussi le Joker. Mais en fait, je pense sincèrement que ça, le deuil de la famille et The Killing Joke, c'est vraiment les 3 histoires qui représentent plus la démence du Joker, le machiavélisme et la violence. Et d'ailleurs, The Killing Joke, il s'avère que c'est ma prochaine lecture justement, donc j'aurais pu en parler un peu plus, mais voilà. C'était c'est ce que je pensais du Joker. Eh bien écoute, c'est parfait. On espère que tu nous donneras ton avis sur The Killing Joke très prochainement. Et du coup, on va rester dans le thème avec le deuxième sujet spécialement choisi, le contenu original avec les vilains dans les comics. Donc c'est un sujet assez vaste, on va essayer de résumer au maximum, mais du coup c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on peut s'étendre assez longtemps. Mais récemment, on a lancé une chronique sur notre site qui s'appelle The Dark Side, et dans laquelle on se pose notamment cette question. Et si ce méchant n'était pas un méchant? Qu'est-ce qui ferait de lui un gentil? Cette question, c'est un bon point de départ, je pense, pour commencer cette discussion. Toi, Timo, ça serait quoi ta réponse à cette question? Bah, déjà, je dirais que c'est une très chouette question. Mais après, vu que j'aime assez bien les chroniques que nous faisons, ça ne m'étonne pas. Donc The Dark Side, vous pouvez aller jeter un œil, c'est vraiment chouette. Mais justement, alors, ce qu'on essaye de dire dans la chronique, c'est qu'on essaie de mettre en comparaison, en fait, l'aspect, vilain et certains aspects qui, en fait, si on les prend dans l'autre sens, au niveau de l'origine du personnage, qu'est-ce qui ferait de lui, non pas un vilain, mais un gentil, un héros, un anti-héros? En fait, on se rend compte que ce sont souvent, l'évolution même du personnage qui fait qu'il devient un vilain, en fait. Il y a très peu de personnages qui naissent vilains, donc c'est souvent via leur évolution, avec, à la suite d'un traumatisme, d'un événement tragique. C'est vraiment un tournant dans la vie qui fait passer, de vilain à héros ou de héros à vilain. C'est vraiment ça qui font évoluer le personnage en général. Oui, effectivement, ce traumatisme qui joue sur ce côté psychologique. Et du coup, la psychologie des personnages, notamment des méchants, est très intéressante. D'ailleurs, j'en parle dans la chronique Le Divan des héros, que je vous conseille d'aller voir, qui est assez passionnante. Mais du coup, comme tu dis, on ne naît pas vilain. Évidemment, il y a quelques exceptions. Mais c'est sans doute pour ça que les vilains sont parfois tant appréciés, de par ce qui leur est arrivé, je pense. Par exemple, à Harvey Dent, je pense à qui on pourrait penser. Aide-moi, Timo. Bah, il y a pas mal d'exemples, hein. Il y a pas mal d'exemples. Ouais, ouais, Ouais. ouais, déjà le film Joker, par exemple, je C'est pense vrai. que c'est vraiment pour revenir un peu justement sur le Joker,
Le Joker n'a pas d'origine, on l'a dit et pourtant, ici le film Joker apporte une origine au Joker via la magnifique interprétation de Joaquin Phoenix et c'est vraiment quelque chose qui est troublant parce qu'on se rend compte qu'on se reconnaît quand même un petit peu. On se dit: «Ah bah oui, mais si on l'avait aidé à un certain moment, il serait peut-être pas devenu un vilain» et c'est vrai qu'on se rend compte que ça peut être cela pour, beaucoup de vilains. C'est vraiment, les changements de parcours qui font qu'ils deviennent des vilains et s'il y avait eu, un point qui avait changé dans leur histoire, peut-être qu'ils ne seraient pas devenus des vilains. Exactement, c'est comme Thanos qui est dans les films, qui est présenté comme le méchant ultime, mais finalement, quand on l'écoute, c'est simplement qu'il veut tuer la moitié de l'univers pour que l'autre puisse survivre. Donc, dans son esprit, ça reste que quelque chose de logique, et on peut se dire, mais avant d'avoir cet esprit, un peu cette vision de sauveur un peu tordu, peut-être qu'il lui est arrivé des choses dans sa vie qui ont fait que justement, il a peut-être, il s'est peut-être endurci, il a peut-être obtenu ce point de vue, on va dire, en épisode de souffrance, plus qu'autre chose. Mmh. En fait, je pense que tout est une question d'extrême souvent, hein, dans les comics. Ici, on tu l'as très bien dit avec Thanos et c'est souvent le cas, en fait. On passe vraiment de beaucoup de héros en vilains ou de vilains en héros. Alors maintenant, il y a encore la facette anti-héros, mais ça, on en reparlera sans doute. Mais ici, il y a beaucoup de héros qui étaient à la base des vilains. Alors c'est très régulier, notamment chez Marvel avec les premiers Avengers. Hawkeye et Black Widow, avant d'être des Avengers, c'était des vilains que les Avengers ont affrontés. Ou Vision, qui à la base, était créé par Ultron pour être, son fils et donc un vilain et qui finalement rejoint les Avengers. Donc ce sont des parcours qui sont, d'un point de vue scénaristique, qui sont créés comme ça, pour qu'on s'attache aussi aux personnages et il y a toute cette facette de rédemption aussi du coup. C'est vrai. Et ce qui revient de plus en plus, finalement, ce n'est pas un passage de vilain en héros, mais plutôt un passage de vilain en anti-héros. On retrouve ce phénomène de plus en plus souvent. On pensera notamment à Magneto chez Marvel, Red Hood chez DC, Loki aussi chez Marvel, par exemple, dans les films, qui devient plus ou moins un héros dans Thor Ragnarok. C'est assez frappant quand même. Oui et en fait, il y a et c'est comme tu l'as dit, hein, il y en a de plus en plus, hein. Il y a vraiment beaucoup de plus en plus de personnages comme Red Hood qui est un très bon exemple parce qu'il a fait vraiment des allers-retours entre vilain et héros, hein. Faut pas oublier que Red Hood, c'était un Robin avant, qui comme on l'a expliqué justement après avoir été tué par le Joker, il revient en tant que vilain, puis il est plutôt maintenant en stade de anti-héros, parfois il est héros. Voilà, la et en fait la ligne est assez floue parfois entre, vilain, anti-héros et entre anti-héros et héros. Et c'est ce qui rend les choses assez, poétiques parfois et ouais et c'est ce qui donne aussi pas mal de liberté créative, aux auteurs et ça je trouve que c'est tant mieux. Et du coup, en fait, on pourrait continuer pendant des heures, hein, mais je pense qu'on va s'arrêter là, sinon on va avoir, 2 heures de podcast, ce n'est pas le but. Si vous avez envie d'avoir un jour un podcast qui dure 2 heures sur le thème des vilains, ce serait certainement possible, on pourrait le faire, mais ce ne sera pas, pour aujourd'hui. À la place, je vais te demander Max, peut-être choix très difficile, mais c'est qui ton vilain préféré? Effectivement, c'est un choix assez compliqué, mais je pense que intuitivement, comme ça, je dirais Double Face. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait apprécier ce vilain? Parce que pour moi, c'est pas un vilain et ça a jamais été un vilain en fait. C'est simplement un homme qui était un homme droit à la base, c'était un procureur, qui a finalement, il a subi un événement traumatique et en fait, ce sont les choses qu'il a subies pendant son enfance, notamment les maltraitances de son père, qui sont surgies à ce moment-là et qui ont créé cette double personnalité qu'il avait déjà, mais qui l'ont fait ressortir. Et du coup, pour moi, Double Face, c'est simplement Harvey Dent, mais qui a décidé de ne plus se fier à la justice, au système, simplement à la chance avec sa pièce. Et donc, on le voit fondamentalement si vous avez l'occasion, lisez Forever Evil, quand le syndicat du crime recrute tous les méchants, ils viennent voir Double Face, et Double Face, on lui offre une place dans le syndicat du crime, et Double Face dit je ferai selon la pièce. Il lance la pièce du coup tombe sur le côté où il ne rejoint pas le syndicat du crime, et il ne rejoint pas le syndicat du crime. Voilà. Et toi, du coup? Bah, ici en fait, je sais pas si j'ai vraiment de vilain préféré. Par contre, en termes de profondeur et c'est vrai qu'on l'a cité dans les exemples, j'aime bien, l'idée de Magneto, en fait.
Pourquoi? Parce que et c'est pour ça qu'il est parfois, ces dernières années, passé en tant qu'anti-héros parce que la ligne est assez floue. Parce qu'en fait, il se bat à la base pour la même chose que Xavier, pour les droits des mutants, sauf qu'en fait, c'est la méthode qu'il va utiliser qui va le rendre, comme méchant, en fait. Il va avoir des méthodes beaucoup plus extrémistes, on le voit aussi dans les films, hein, c'est pour ça, c'est assez bien transcrit et voilà, c'est quelque chose où on se dit: «Bah, ah bah, oui, en fait, c'est juste parce qu'il y a la manière qui n'y est pas, mais le fond, en soi, n'est pas spécialement méchant». Donc c'est voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est parfois un peu intéressant de regarder quand même, derrière le vilain, se dire: «Ah oui, il est pas juste méchant en fait». Il faut il faut se dire que derrière, bah, parfois, c'est juste la manière qui fait qu'il est méchant et le fond, ne fait pas de lui spécialement un méchant ou parfois, bah, c'est les événements qui ont fait et cetera et c'est pour ça que, je pense qu'on a pas mal de vilains qu'on peut aborder de cette manière-là avec la chronique de Darkseid sur le site. Allez jeter un œil. Donc ici, ce mois de septembre, c'est sur Thanos. On en a un petit peu parlé aujourd'hui. Mais ça risque de déménager avec les prochains numéros. Eh bien, écoute, ce sont ces mots qui vont clôturer notre podcast d'aujourd'hui. J'espère que ces sujets vous auront plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans la section commentaires si la plateforme sur laquelle vous nous écoutez vous le permet. Et notamment si vous êtes abonné, hein, vous avez accès à notre Patreon pour nous soumettre des sujets. D'ailleurs, bah, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'en fait, déjà à partir de 5 € par mois, vous avez accès à tous les articles, dont de Darkside sur le site. Et alors, à partir avec les autres abonnements, vous pouvez aussi nous soumettre des sujets pour les podcasts, voter pour les prochains sujets des chroniques et notamment les prochains vilains de Darkside. Donc, qu'est-ce que vous attendez? En tout cas, nous, on vous attend et on se retrouve pour un nouveau podcast dans 2 semaines sur toutes les plateformes de streaming audio. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.